Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Le docteur Mario Beauregard ce soir, qui est chercheur en neurosciences, affilié au département de psychologie de l'Université de l'Arizona. Il est auteur de plus d'une centaine de publications en neurosciences, psychologie et psychiatrie. Ses travaux ont reçu une couverture médiatique internationale et lui ont valu d'être nommé par le groupe World Media Net comme l'un des 100 pionniers du XXIe siècle. Il a précédemment publié des ouvrages de vulgarisation, Du cerveau à Dieu, c'était Du cerveau à Dieu en 2015, publié en français. Ensuite, et Les pouvoirs de la conscience, qui sont publiés en 2013. En 2016, un roman Experientia et les milliards de visages de l'infini, et coécrit Le manifeste pour une science post-matérialiste. On l'accueille pour sa dernière publication, Un saut quantique de la conscience pour se libérer enfin de l'idéologie matérialiste. C'est une émission par téléphone. Il est au Canada. Bonsoir Mario, docteur Mario Beauregard. Bonsoir. Il est quelle heure? Il fait quelle heure chez vous aujourd'hui? 15h. 15h. 15h02. 15h02, 21h02 ici, c'est merveilleux quand même de pouvoir communiquer. Alors, vous êtes, on appelle ça, vous êtes un chercheur en neurosciences. Oui. Vous êtes on appelle ça comment? Neuroscientifique. Neuroscientifique. Et on va parler du cerveau aujourd'hui. On va aussi rappeler un peu qui vous êtes. Quand vous étiez jeune, vous habitiez dans la ferme de vos parents, il y avait une forêt à côté, vous aviez 8 ans, et là vous avez eu une forte connexion avec les arbres et les roches. Oui. Oui, j'ai senti que j'étais allé me promener là, par une belle journée d'été, puis il faisait chaud, là, j'étais fatigué, puis je me suis assis sur une grosse roche grise qui était dans la forêt, puis au bout de quelques minutes, j'ai senti que je faisais partie d'un tout qui englobait à la fois la roche, les arbres, la forêt, moi. Et donc, ça a été ma première expérience mystique, si on veut. Et tout de suite après, à partir de ce moment-là, de cette expérience-là, j'ai entrevu, au fond, ce qui serait mon plan de vie. Ma participation à un mouvement scientifique en lien avec la conscience, puis la démonstration surtout que la conscience, l'esprit, l'essence de l'être humain, au fond, c'est beaucoup plus que le cerveau. On ne peut pas le réduire au cerveau. Donc ça, j'ai vu tout ça à 8 ans. Et puis c'est une vision qui est restée avec moi, puis qui me motive toujours aujourd'hui. C'était le point de départ de ma quête, là, si on veut. Et ça, vous en aviez parlé à personne? Non, mes parents, j'en ai même pas parlé à mes parents. J'en ai jamais parlé à mes parents. Mon père est décédé maintenant. Ma mère est pas au courant. Elle va le découvrir en lisant le livre, là. D'accord. Bon, mais votre mère a découvert quand même en 82, vous vous êtes réveillé un matin avec un corps qui ne fonctionnait plus. Donc elle a quand même été au courant un peu de ce qui se passait, votre maman. Non, racontez-nous ce qui s'est passé. C'est que j'avais été en parfaite santé pendant 19 ans. Puis j'étais rendu c'était le début de la deuxième session, là, c'était au niveau du bac, première année d'université. Puis je me couche un soir en parfaite santé, puis je me réveille le lendemain matin, puis c'est comme si j'expérimente une réalité différente, puis mon rapport avec le corps est complètement différent. Je vois d'une manière différente, littéralement, là, au niveau physique, tout semblait osciller, tout était comme en vibrait, tout ça, et puis je me suis dit, peut-être que j'ai quelque chose au cerveau à ce moment-là. Mais j'avais aussi d'autres symptômes, toute une panoplie de symptômes. J'avais plus d'énergie. J'avais des douleurs aussi au niveau des articulations. Je pouvais plus manger. J'avais plus de force. Et puis, finalement, j'ai vu des médecins par la suite. Mes parents m'amenaient. J'ai dû abandonner mes études. Puis j'ai passé
pratiquement une année couché dans un lit comme un cancéreux en phase terminale ou un stylatique. Le médecin ne comprenait pas, n'arrivait pas à comprendre. Il n'était pas capable de concilier tous les symptômes. Puis, donc, certains ont pensé que je faisais peut-être de la schizophrénie. D'autres ont pensé que c'était psychosomatique, etc., etc. Ça a pris 7 ans avant qu'un médecin finisse par découvrir quelque chose. C'était un virologiste. Oui. À 17 ans, j'étais allé travailler en Israël comme bénévole dans un hospice pour des enfants handicapés. Puis, parce que plus jeune, on m'avait fait sauter quelques années à l'école élémentaire. Là, puis, je voulais pas arriver trop jeune à l'université, donc j'ai décidé de voyager puis d'aller travailler comme ça. Et je suis tombé malade quelques jours après être arrivé. Et puis, le médecin en question a fait un lien entre ça et ce qu'il a découvert par la suite dans mon sang. Il a découvert qu'il y avait 3 virus, des virus importants qui avaient fait du dégât au niveau du système nerveux, système musculo-squelettique. Aussi, il y avait de la mononucléose aussi. Il y avait de l'Epstein-Barr, cytomégalovirus, etc. C'est des virus qui sont connus. Et donc, il m'a dit, avec des virus comme ceux-là, normalement, tu devrais pas être, tu devrais jamais être capable de te relever de quelque chose comme ça. Mais pourtant, je me suis relevé, puis tous les symptômes sont disparus. Puis aujourd'hui, je suis en la mi-cinquantaine et je me sens beaucoup mieux que je l'étais lors de ma vingtaine. Parce que c'est un épisode de ma vie qui a duré au total une 12aine d'années. Donc ça a pris une 12aine d'années avant que tous les symptômes disparaissent. Ça a été très long, mais ça a fini par complètement disparaître. Puis un point tournant de toute cette expérience-là, c'est une nuit, alors que j'étais très malade, j'ai eu une expérience de mort imminente. J'ai eu l'impression de me faire sortir de par le centre au niveau du cœur, puis j'ai fait un voyage accompagné d'un être de lumière, et puis j'ai vu différentes choses. À cette époque-là, j'avais des pensées, ça allait très mal, j'avais l'impression que j'avais plus du tout de vie, plus de plan devant moi, plus rien, puis je commençais à avoir des pensées suicidaires. Et l'être de lumière m'a montré ce qui pouvait arriver lorsque des gens se suicidaient, par exemple, et tout ça. J'ai eu plein de visions. Et il m'a donné des informations aussi plus objectives sur des choses qui étaient pour arriver prochainement, parce que j'avais besoin de preuves pour être certain que c'était pas tout ça, c'était pas une hallucination, justement à cause de mon problème de santé. Et toutes les informations qui m'ont été données ont été vérifiées dans les semaines ou les quelques mois qui ont suivi. Et puis aussi, j'ai commencé à avoir une rémission, une régression au niveau des symptômes après cette expérience-là. Donc, c'est une expérience qui a eu un impact très, très important dans ma vie. Alors, il vous avait dit que c'était pas une maladie, mais plutôt un processus de transmutation. Oui, c'est ce que l'aide de lumière m'a expliqué. Finalement, les virus, c'était comme, on se servait de ça comme d'une justification pour, mais au fond, c'était pas vraiment une maladie en tant que telle, c'était plutôt un processus justement de transmutation, de transformation sur le plan de la conscience. Et c'était quelque chose qui était nécessaire, paraît-il, pour moi, par rapport à mon plan de vie. Par rapport à mes travaux au niveau scientifique aussi. Alors, vous avez revu le médecin microbiologiste une dernière fois. À la fin. Et il vous a dit que c'était un miracle. Oui, il ne m'a pas dit que c'était un miracle, mais il m'a dit que c'était l'équivalent. Aucune explication sur le plan médical ou scientifique pour ça. Parce qu'il a vu d'autres personnes affligées de ces virus-là qui étaient soit décédées ou soit complètement invalides. Ils ne se sont jamais relevés de quelque chose comme ça. En tous les cas, vous vous êtes relevé bien. Alors, oui. Qu'est-ce qui se passe au niveau des gens qui se suicident? Vous vous rappelez ce que vous a dit l'être de lumière? C'est que j'ai fait l'expérience on peut appeler ça un endroit ou un plan d'existence où se retrouvaient des gens qui s'étaient suicidés. Mais c'était des gens qui étaient désespérés pour différentes raisons et tout ça, mais
c'était gris, c'était quelque chose de... C'était pas lumineux du tout, ça faisait peur réellement, puis je sais pas si c'était une création de mon esprit ou pas, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu, ça, c'était suffisant pour me dissuader complètement de suivre ce chemin-là. Ça a mis fin à cette idée-là, complètement, par la suite. Alors ensuite, vous avez participé en 2014 à un sommet international sur les sciences post-matérialistes, la spiritualité et la société. Oui, je l'ai co-organisé, en fait. Ouais. J'étais un des co-organisateurs du symposium. Et là, vous avez publié ensuite... deux manifestes qui ont fait plus de 200, il y en a peut-être plus maintenant, plus de 200 scientifiques et philosophes du monde entier, dont certains très prestigieux qui ont signé ce document. Alors, c'est quoi ce manifeste Au fond, le but de la rencontre en 2014, là, c'était en Arizona, là, où est l'université, où je suis affilié maintenant. C'était de réunir des scientifiques de différentes disciplines. Donc, il y avait des gens par exemple, il y avait les neurosciences, mais il y avait des biologistes, physiciens, etc. Il y avait des chercheurs en médecine ou en psychologie, ou sur les phénomènes psy aussi, etc. Et là, on a examiné toutes les données de recherche récentes qui remettent en question l'ancienne vision du monde au niveau scientifique, qui était le dogme matérialiste. Donc, l'idée que tout dans l'univers est composé de matière, donc de particules. C'était l'ancienne vision là, de ce qu'on appelle la physique classique, là, les corpuscules et des ondes. Ce que vous appelez les fondamentalistes, non? C'est pas ça que vous appelez les fondamentalistes? Ça, c'est ceux qui défendent encore aujourd'hui ardemment cette vision-là, alors qu'en physique, la nouvelle physique, il y a 100 ans, un siècle maintenant, la physique quantique, elle a démontré que cette façon de voir les choses-là est erronée complètement. Mais malgré ça, oui, il y a encore des matérialistes au niveau des différentes disciplines scientifiques, pas tellement en physique, mais dans d'autres disciplines, comme beaucoup dans le domaine de la recherche en biologie, en neurosciences, en médecine aussi, qui ont encore cette ancienne vision du monde-là. Alors qu'il y a plein de données dans différents domaines scientifiques qui remettent ça complètement en question. Donc oui, c'est pour ça que je les appelle les fondamentalistes. C'est des fondamentalistes, au fond, un peu comme les fondamentalistes religieux, sauf que eux croient uniquement au monde de la matière. En tous les cas, ils s'y accrochent. Hein. Alors, dernièrement, vous avez participé à une autre réunion importante qui s'est également tenue à Tucson, en Arizona. Cette réunion a marqué la création de l'Académie pour l'avancement des sciences post-matérialistes. C'était quand ça? On s'est dit, au fond, suite à la réponse qu'il y a eu au niveau du manifeste, quelques années plus tard, on a décidé de se réunir et de créer une académie pour l'avancement des sciences post-matérialistes, parce qu'on a réalisé, au fond, qu'il y a de plus en plus de chercheurs dans le monde entier, scientifiques, qui, en fait, sur la place publique, ne se prononcent pas par rapport à ces questions-là, mais en privé, avouent être sceptiques par rapport à cette ancienne vision matérialiste-là, ne plus y croire. Même d'ailleurs, sur la place publique, il y a de plus en plus de scientifiques, de philosophes qui remettent cette façon de voir-là, le monde, et qui la remettent publiquement en doute. Il y a de plus en plus de livres à ce sujet-là, il y a d'articles et tout ça. Alors, on s'est dit, pourquoi pas créer une organisation qui propagerait, diffuserait des informations sur le nouveau paradigme émergent, par exemple, et puis qui organiserait des événements aussi, par exemple une conférence où les scientifiques de différentes disciplines pourraient venir présenter leurs travaux sans avoir peur de ce que diraient leurs collègues. Et puis, parce qu'en fait, quand on regarde la dynamique là, des rapports de force, on pourrait dire qu'on est dans une période de transition entre deux grands paradigmes. Donc, l'ancien paradigme matérialiste,
qui, là, il est de plus en plus en perte de vitesse, mais il est encore dominant dans le milieu académique, qu'on pourrait dire, pour encore une certaine période de temps. Puis, vous avez le paradigme émergent qui s'en vient, qui a été un peu résumé, au fond, dans le manifeste pour une science post-matérialiste. Et lorsqu'il y a une transition comme ça, vous avez des scientifiques qui vont s'insurger contre l'ancienne façon de voir, l'ancienne théorie dominante, parce qu'il y a de plus en plus de données de recherche qui ne cadrent plus avec l'ancienne théorie ou l'ancien paradigme. Et c'est le cas par rapport à tout ce qui concerne maintenant la conscience. Donc, on est un peu dans la même situation maintenant pour l'étude de la conscience que étaient les physiciens pour l'étude des phénomènes atomiques et subatomiques il y a un siècle, parce qu'il y avait de plus en plus d'anomalies qui ne pouvaient pas être expliquées dans le cadre de la théorie officielle, l'ancienne théorie de physique classique, les théories. Alors, ils ont dû créer des nouveaux modèles théoriques pour expliquer, interpréter les phénomènes qu'ils observaient, et c'est comme ça qu'est née la physique quantique. Donc, nous, un siècle plus tard, dans le domaine de la recherche sur la conscience, on est dans une époque un peu similaire. Et il y a des chercheurs très connus qui, auparavant, étaient vraiment des matérialistes, d'ardents défenseurs de cette théorie-là, qui maintenant avouent ne plus l'être, et puis qui recherchent des alternatives. Donc, ça, c'est un signe des temps aussi. Alors, ce qui semblait être hérétique il y a un certain nombre d'années, maintenant, au contraire, ça semble de plus en plus visionnaire. Et puis, les portes s'ouvrent. Il y a toutes sortes de possibilités qui apparaissent. Et puis, la création de l'Académie pour l'avancement des sciences postmatérialistes, ça s'insère dans cette mouvance-là, si vous voulez. Alors, il y a au moins une dizaine d'années, vous étiez venu pour une conférence à la Sorbonne et vous aviez été interviewé par Jean-Claude Carton, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Jean-Claude Carton qui après est venu sur notre radio ici, donc qui depuis est parti dans l'au-delà. Oui. Mais dans cette émission que vous aviez fait avec lui, qu'on retrouve sur YouTube, sur Étoile du Cœur, donc il y a plus de 10 ans de ça, il vous posait la question de savoir comment vos travaux étaient perçus par rapport à la communauté au Canada. Et à l'époque, vous disiez que vous aviez quand même quelques difficultés. Comment vous en êtes maintenant, plus de 10 ans plus tard? Comment ça se passe? Beaucoup mieux. Mais j'ai eu des difficultés dans mon propre pays. J'ai eu des difficultés à l'époque à l'Université de Montréal. C'est pour ça que je ne suis plus à l'Université de Montréal, parce que mes patrons à la faculté de médecine, il y en avait qui aimaient tout ce que je faisais, puis la nouvelle vision dont je parlais, etc., etc. Puis ça amenait une visibilité internationale aussi au niveau de l'Université de Montréal. Puis c'était apprécié. Mais à un moment donné, il y a 5 ans, il y a une nouvelle équipe d'administrateurs qui sont arrivés, une nouvelle doyenne de la faculté de médecine, et ses adjoints. C'était tous des gens qui étaient matérialistes, très, très mécanistes, réductionnistes. Alors, ils n'aimaient pas du tout ce que je faisais, ce que je disais, ce que j'écrivais. Ils en ont profité pour ne pas renouveler j'avais un contrat de recherche. Ils n'ont pas voulu me donner ma permanence non plus à l'université, puis ils m'ont laissé aller. Et c'est comme ça que j'ai été repêché par par l'Université de l'Arizona. Donc, pour l'Université de Montréal, à ce moment-là, pour ces gens-là, j'étais un hérétique. Mais aujourd'hui... Il n'y a plus de bûcher, heureusement. Hein. Heureusement qu'il n'y a plus de bûcher. Je m'étais fait dire ça à la Sorbonne, justement. Il m'avait dit... il y avait des membres de l'Académie des sciences qui avaient écouté la conférence, puis il m'avait dit, si c'était il y a quelques siècles, vous savez ce qu'on aurait pu faire avec vous. On vous aurait monté au bûcher. Mais... aujourd'hui, je dirais que un peu partout, je me suis promené un peu partout sur la planète, puis c'est beaucoup. Il y a moins de résistance, puis c'est mieux accepté, c'est mieux perçu, puis c'est pas encore dominant au niveau académique, mais c'est de plus en plus reconnu d'une façon, puis l'idée commence à faire son chemin.
l'idée commence à faire son chemin. Ben oui, parce que comme je vous disais tantôt, quand il y a des scientifiques là, qui étaient d'ardents défenseurs de la pensée matérialiste, décident d'aller de prendre une autre position, puis finissent eux-mêmes par avouer que peut-être qu'au fond, cette pensée-là est trop limitée, puis elle est dépassée, elle ne peut pas interpréter tous les phénomènes nouveaux qu'on étudie maintenant et tout ça. Donc, il y a des scientifiques, mais il y a aussi des philosophes au niveau des sciences qui font ça maintenant. Donc, c'est pour ça que je dis, là, on est dans une période de transition. Puis pour moi, c'est quelque chose qui va nous mener vers la prochaine grande révolution scientifique. Ça, tout ce qu'on est en train de découvrir au niveau de la conscience. Puis c'est quelque chose qui va avoir un impact énorme sur l'humanité parce que ça a des conséquences, des implications pour tout le monde au niveau de la vie quotidienne aussi. Parce que pendant très longtemps, on a cru que les êtres humains, au fond, c'était des machines biologiques sophistiquées, mais programmées à toutes sortes de niveaux. Purement des machines biophysiques et que la conscience, au fond, c'était juste l'activité des neurones, l'activité des messagers chimiques dans le cerveau et que tout s'évanouit avec la mort. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'études, d'évidences qui montrent que c'est pas le cas du tout. Alors, ceux qui avaient l'air d'hérétiques il y a un certain nombre d'années, probablement qu'ils vont passer pour des visionnaires d'ici quelques décennies. C'est ce qui arrive. En général, c'est ce qui arrive. D'accord, on va faire une mini pause là, et on se retrouve dans quelques temps. C'est juste pour que le cerveau se repose. On dira après pourquoi on passe cette musique là. Alors c'est de la musique isochrone, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi cette musique et pas une autre. On est toujours avec le docteur Mario Beauregard, un saut quantique de la conscience pour se libérer enfin de l'idéologie matérialiste. Dans votre livre, tous les êtres humains ont besoin de croire, peu importe qu'il s'agisse de personnes religieuses, de scientifiques ou d'athées. Dans le cas des athées, ceux-ci croient au néant après la mort, même s'ils n'ont aucune preuve de cela. Alors, il y a tout un tas d'évidences qu'on nous a fait croire, et vous, comme c'est votre, comment dire, c'est là où vous êtes le plus fort, puisque vous travaillez là-dedans, vous allez peut-être nous dire si c'est vrai. Ainsi, pendant plus d'un siècle, les chercheurs en neurosciences crurent dur comme fer que de nouveaux neurones ne pouvaient pas se développer dans le cerveau humain adulte. Vrai ou faux, docteur Beauregard? Oui, c'est vrai qu'on a pensé ça pendant un siècle et que c'était erroné. C'était un dogme important des neurosciences, mais c'était complètement faux. Il y a une quarantaine d'années, ça a d'abord été découvert chez des animaux, chez des rongeurs. On a fait des études, puis on a démontré que de nouveaux apprentissages, par exemple, on mettait des rats dans des cages où il y avait des jouets pour eux. Et on les faisait passer, par exemple, on les faisait apprendre des labyrinthes, etc. Et on s'est rendu compte que ça, juste faire ce type d'entraînement-là, jour après jour, pendant quelques semaines, ça pouvait changer le volume du cerveau, son poids, etc. Puis lorsque les techniques se sont raffinées plus récemment, au cours des 2 dernières décennies, on a découvert que il y avait de plus en plus de neurones, par exemple, dans des régions liées à la mémoire chez les animaux. Alors, on a voulu voir si c'était la même chose chez plusieurs espèces. On en a trouvé ce qu'on a appelé la neuroplasticité ou de la plasticité cérébrale. Donc, c'est la capacité à créer de nouveaux neurones, mais aussi de nouvelles connexions entre les neurones. On appelle ça des connexions synaptiques dans le cerveau. Et de nouveaux réseaux, donc des assemblées de neurones interconnectés. Alors, on s'est rendu compte que ça existait chez différentes espèces animales, mais également chez l'humain. Lorsque la technologie l'a permis, on l'a vérifié chez l'humain. Il y en a plus dans certaines régions du cerveau, en particulier c'est les régions qui sont liées aux apprentissages et puis à la mémoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert que cette plasticité-là, elle était
plus grande lors de la naissance, puis au début de la vie, mais qu'elle demeure tout au long de la vie. Elle diminue. Il y en a moins, par exemple, à 80 ans qu'à 10 ans, mais il y en a tout de même. Et donc, les gens peuvent, par exemple, apprendre de nouvelles langues, apprendre à jouer des instruments de musique à des âges avancés. Ouais. C'est intéressant justement d'apprendre des choses nouvelles en vieillissant parce que ça donne au cerveau la possibilité de travailler. Il aime ça. Oui, parce que finalement, on s'est rendu compte que le cerveau, c'était comme les muscles. On pouvait aller en gymnase, on peut avoir un programme d'entraînement, on peut développer sa musculature. Même chose pour le cerveau, on peut développer notre matière blanche, notre matière grise dans différentes régions en faisant différents types d'entraînement, d'apprentissage. Et puis, ça, c'est bien parce que ça, non seulement ça augmente nos capacités, mais ça aussi nous protège contre les déclins au niveau cognitif, contre aussi les maladies dégénératives comme les démences, par exemple la maladie d'Alzheimer. Alors au début du nouveau millénaire, c'est-à-dire au début de l'an 2000, vous avez été le premier neuroscientifique à entreprendre un programme de recherche visant à étudier ce qui se passe dans le cerveau lorsque des individus sains tentent de prendre volontairement le contrôle de leurs émotions. Est-ce que c'est un peu ce qu'on retrouve dans du cerveau à Dieu, c'est-à-dire ce que vous aviez fait comme travail avec les carmélites? Ben, c'était avant le travail avec les carmélites. C'était c'était la première étude sur ce qu'on appelle techniquement là, dans le jargon, on parle de régulation volontaire consciente des émotions. Donc, en fait, c'est savoir gérer ses émotions. Pendant longtemps, en neurosciences, on pensait qu'on était complètement déterminé, programmé par une partie de notre cerveau qu'on appelle soit le cerveau émotionnel, là, mais le terme technique, c'est le système limbique. Et puis ça, c'est un système qui est très, très ancien, qu'on partage avec les autres mammifères, qui est là depuis des millions d'années. Et les neuroscientifiques se disaient, tout ce qui vient de ces niveaux-là ne doit avoir préséance sur notre capacité de contrôle qui est très limitée. Donc moi, j'ai voulu vérifier ça, j'étais sceptique par rapport à ça. Je me disais, il me semble que il y a une autre partie du cerveau qui est très développée chez l'être humain, qui est le cortex préfrontal, donc à l'avant du cerveau. Ça, c'est ce qui est la partie la plus récente au niveau du développement d'évolution biologique chez l'humain. Et c'est chez l'humain que cette partie-là du cerveau est la plus proéminente, la plus développée. Alors, je savais qu'il y avait des connexions anatomiques réciproques entre les régions plus inférieures là, dans le système limbique et le cortex préfrontal. Donc, il y a des projections anatomiques qui vont dans les deux sens. Alors, je me suis dit, oui, le cerveau émotionnel peut influencer le cortex préfrontal. Puis ce qu'on fait, au fond, notre façon de se comporter, c'est évident quand on regarde les êtres humains. Mais à l'opposé, on peut avoir un certain degré de contrôle, capacité de régulation, justement, des émotions. Donc, la première étude que j'ai faite, j'ai utilisé quelque chose qui entraînerait à coup sûr une réaction forte au niveau émotionnel, viscéral. Donc, au laboratoire, on avait utilisé des extraits de films pornographiques pour induire une excitation chez des hommes. Donc, il y avait une douzaine d'hommes dans l'étude. C'était des étudiants universitaires. Et effectivement, lorsqu'ils étaient installés dans l'appareil de résonance magnétique fonctionnelle, puis qu'on scanne leur cerveau, ils avaient des lunettes qui étaient connectées à un système audio-vidéo, donc ils pouvaient voir les extraits de films. Et là, il y avait une activation automatique de structures clés dans le système limbique, là, comme l'amygdale, par exemple, l'hypothalamus, etc. Des structures anciennes. Et donc, ça, c'était attendu. Donc, ça a fonctionné comme on l'espérait. Mais dans une deuxième condition, on a demandé à ces individus-là, puis ils n'avaient aucune expérience de méditation, par exemple, de pleine conscience, là, qui consiste à observer tout ce qui passe au niveau de la psyché, là, du champ mental. Ça peut être des sensations, des perceptions, des mémoires, des émotions. Donc,
on ne les avait pas entraînés à faire ça, mais on les avait entraînés pendant 30 minutes à simplement regarder avec une certaine distance, en étant un observateur détaché de ce qui se passait à l'intérieur d'eux, leurs pensées, leurs émotions, etc. Donc, simplement avec ce court entraînement-là, mais avec les mêmes images, ils ont été capables de complètement inhiber l'activité limbique associée au film érotique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable comme découverte. Oui, vous vous êtes rendu compte que la méditation, ça reste dans le cerveau même longtemps après. Par la suite, oui, parce que là, j'ai voulu comparer la capacité de gestion, de régulation des émotions chez des méditants expérimentés versus des novices, etc. Et on s'est rendu compte que chez les méditants expérimentés qui pratiquaient depuis plusieurs milliers d'heures, par exemple, la méditation de pleine conscience, les structures appartenant au cerveau émotionnel, ou limbique, ils ne réagissent plus du tout de la même façon aux stimulations émotionnelles. Donc, ils ne sont pas activés à un fort degré par ces stimulations-là. Le cerveau est plutôt en état est paisible. Et plus paisible est en état de repos. Et moins hyper activé, si on veut. Donc ça a été une autre découverte importante. Puis ça a été confirmé par la suite dans beaucoup de laboratoires. Alors, nous sommes aussi des ingénieurs épigénétiques. Il y a tout un chapitre sur l'épigénétique. Et vous dites que d'autres études épigénétiques révèlent que les émotions positives modulent à la hausse l'expression des gènes associés à l'activité des cellules NK, qui sont des tueurs naturels, qui jouent un rôle clé au niveau immunitaire. Par ailleurs, il a été récemment démontré que 3 mois de pratique intensive de méditation induisent une élévation de 30% de la télomérase, une enzyme qui répare et rallonge les télomères, qui sont les séquences d'ADN au bout des chromosomes. Alors j'avais entendu quelqu'un qui disait que si on restait assis trop longtemps, on avait nos télomères qui raccourcissaient, donc ça serait des méditations pas en lotus, hein. C'est bizarre. Donc pour faire rallonger ces télomères, il faut méditer. Oui, mais ça peut être une méditation en action, ça peut être... en fait, c'est pas uniquement la pleine conscience, mais ça serait différentes formes de méditation qui pourraient mener au même résultat. Donc ça, c'est ce qui a été découvert. Puis c'est un petit peu comme, au fond, un renversement. L'épigénétique, c'est la science de comment les changements dans l'environnement modulent l'activité des gènes. Et puis, comme pour les neurosciences, pendant longtemps, on croyait que tout était fixe, que le cerveau ne pouvait pas être transformé. De la même façon, les généticiens ont pensé au 20e siècle que ça ne changeait pas vraiment. Mais au début du 21e siècle, ils se sont rendus compte que finalement, oui, les gènes s'ajustent en termes de leur activation, de leur niveau d'activité, en fonction de toutes sortes de facteurs de l'environnement. Donc, ça peut être les facteurs externes, comme ce qu'on mange, ce qu'on boit, est-ce qu'on fume ou pas, est-ce qu'on fait de l'exercice ou non, et aussi les facteurs internes, l'environnement interne. Donc, ça inclut tout ce qui se passe au niveau de notre psyché, nos pensées, nos croyances, nos émotions. Donc, tout ça a de l'influence au niveau des gènes et des télomères. Les télomères, c'est les sections des gènes qui agissent comme des petites horloges biologiques. Au fond, lorsqu'elles sont complètement réduites à zéro, il n'y a plus de division cellulaire possible. Donc, c'est lié au vieillissement. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que si on arrive à prendre contrôle de nos émotions, nos pensées, à travers, par exemple, la méditation, des techniques de relaxation, on va automatiquement avoir un impact important au niveau de milliers de gènes dans notre organisme. Et puis, c'est des gènes qui sont liés au vieillissement, qui sont liés aux émotions, etc., etc. Donc, on se rend compte que non seulement on peut avoir une influence énorme au niveau du fonctionnement du cerveau et de sa structure, on peut même changer la structure, comme je le disais plus tôt, mais c'est la même chose au niveau des gènes. Donc, au fond, les nouvelles recherches,
dans le domaine de la génétique et aussi des neurosciences, ce que ça montre, c'est que contrairement à l'ancienne vision matérialiste, où on était des robots biologiques sophistiqués, mais programmés, conditionnés, au contraire, on a, par notre conscience, on a une grande capacité de modifier tout ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau des gènes, au niveau aussi de tous les systèmes physiologiques qui sont connectés au système nerveux, comme le système endocrinien, le système immunitaire. Tout ça est interrelié. Tous ces systèmes-là forment ce qu'on appelle un vaste réseau au niveau psychosomatique. Donc, le domaine de la psyché et le domaine de la matière à l'intérieur du corps, c'est pas du tout séparé, c'est parfaitement interconnecté. Et pour cette raison-là, ça peut avoir des répercussions positives, mais ça peut aussi avoir des répercussions négatives. Donc, si on entretient, par exemple, des pensées positives, puis ça, je l'ai démontré dans des études qui ont été faites dans mon laboratoire, on augmente rapidement, par exemple, la production et la libération d'un messager chimique qui s'appelle la sérotonine, qui joue un grand rôle au niveau de la régulation de l'humeur, des émotions positives et tout ça. Si on entretient des pensées négatives pendant même des minutes, mais imaginez pendant des heures, des semaines, des mois, des années, on a des effets négatifs. Et maintenant, on sait en neurosciences que les gens qui ont tendance à ruminer des pensées négatives pendant des périodes de temps prolongées, ils ont beaucoup plus de chances statistiquement de développer des démences comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Parce que les ruminations sont associées à la sécrétion de la libération de messagers chimiques qui ont des impacts toxiques au niveau de certaines régions du cerveau, impliquées dans la mémoire, par exemple. Donc, ça, c'est très important de le voir. Mais toutes ces découvertes-là, au fond, ça nous redonne beaucoup de responsabilité. Ça nous redonne du pouvoir aussi. Ça amène une nouvelle vision de l'être humain. Mais il y a des responsabilités aussi qui viennent avec tout ça. On va faire la deuxième pause musicale. On finira l'émission après, on continuera. Donc, toujours cette musique isochrome, on va en parler après. Bon, je vais pas la laisser longtemps. Alors, docteur Mario Beauregard, dans cette dernière partie d'Au-delà du miroir, cette musique isochrome, vous l'utilisez dans ce qu'on appelle une connexion intérieure? Oui, ce sont des soins qui sont faits. Cette musique. Oui, c'est basé sur mes travaux de recherche que j'ai fait avec les carmélites, puis d'autres populations aussi, comme des gens qui ont eu des expériences de mort imminentes ou provisoires, et puis j'ai voulu voir comment tout ça transformait l'activité de leur cerveau, puis aussi voir qu'est-ce qui se passait dans le cerveau lors d'états élargis de conscience, d'états transcendants, mystiques. Et j'ai découvert que ces états-là étaient associés à des ondes lentes dans le cerveau, des ondes très lentes. Donc, plus la vitesse des ondes ralentit, là je parle d'ondes, par exemple des ondes θ, ça c'est 4 à 7 cycles par seconde, ou hertz. Les ondes même delta, la frontière θ, delta, autour de 3 à 4 cycles par seconde. Plus la vitesse des ondes cérébrales ralentit, plus le sentiment d'identité est transformé, plus il y a une expansion aussi au niveau du champ de conscience, du champ de perception. Donc, les études que j'ai faites avec les carmélites, par exemple, ça a fait le tour du monde, puis les journalistes me demandaient souvent dans quelle mesure ça peut aider monsieur, madame, tout le monde, qui n'est pas un spécialiste de la contemplation, de la méditation, tout ça. Donc, je me suis penché sur cette question-là pendant quelques années, puis je me suis dit, on va essayer de trouver une façon d'aider les gens
atteindre des états comparables, même s'ils ne vivent pas dans des couvents ou des monastères. Même. Et j'ai pensé au son isochrones. Isochrones, ça veut dire qu'ils sont répétés dans le temps à intervalles de temps fixes, par exemple à toutes les secondes ou à toutes les demi-secondes. Et par les sons, il y a un phénomène qui a été découvert, ça fait déjà longtemps dans le domaine des neurosciences, c'est ce qu'on appelle la réponse d'entraînement du cerveau. Donc, c'est le principe suivant. Si vous soumettez le cerveau d'un individu à une stimulation, par exemple au niveau visuel ou au niveau acoustique avec des sons, le cerveau va entrer en phase au bout d'un certain temps avec la stimulation en question. Il va s'ajuster en termes de fréquence. Donc, si vous soumettez l'individu à des stimulations rapides, ça va générer des ondes rapides au niveau cérébral. Si vous le soumettez à une stimulation beaucoup plus lente, les ondes cérébrales plus lentes vont être produites par le cerveau par la suite. Alors, j'ai pensé à ce phénomène-là, puis je me suis mis à faire des tests de laboratoire, faire des mesures avec ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Donc, on peut voir comment la réponse de l'activité électrique du cerveau est modulée par exemple, des sons ou des stimulations visuelles avec de la lumière. Et j'ai trouvé que les sons isochrones, c'était une très bonne solution pour amener des états élargis de conscience. Donc, j'ai fait des premiers travaux là-dessus, ça fait presque 20 ans. Mais c'était des résultats qui n'avaient pas été publiés, puis j'ai gardé ça pour moi. Mais il y a 4 ans, après une discussion avec certaines personnes, j'ai commencé à faire des tests avec des petits groupes d'individus pour voir si on ne pouvait pas utiliser ça pour amener des états, des expériences transcendantes chez des petits groupes d'individus. Et ça fonctionnait très bien. Et j'ai appelé cette approche-là la connexion intérieure, une recréation consciente. Et maintenant, j'organise des ateliers. J'en donne quelques-uns par année. Et dans les ateliers, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les gens à des états élargis de conscience. Je leur fais écouter des trames musicales à l'intérieur desquelles est inséré des sons isochrones qui diminuent au niveau de la fréquence jusqu'à la barrière, par exemple, delta, theta. Et dans ces états-là, normalement, le cerveau agit comme un filtre. Donc, on est coupé de plusieurs réalités. C'est comme si on était coupé c'est comme si on regardait toujours les mêmes 3-4 chaînes télé, alors qu'on ignore qu'il existe des centaines d'autres chaînes sur le câble, par exemple. Donc, c'est un petit peu le même principe. On inactive le filtre. On permet à l'individu d'aller connecter avec d'autres fréquences, si vous voulez, ou d'autres niveaux de réalité. Et les expériences rapportées très souvent, les gens ont l'impression souvent de sortir de leur corps ou de rencontrer des parents, des amis décédés. Ils sont guidés. C'est-à-dire qu'il y a des scripts pour les guider pendant que l'effet d'entraînement se fait. Donc, il y a des exercices qui concernent surtout les croyances limitantes par rapport à la vie. Il y en a d'autres qui concernent les... Ah, je l'ai perdu. Attendez, je l'ai perdu. Il est au Canada, je le rappelle. On a retrouvé le docteur Beauregard. Docteur Beauregard, j'ai mis cette musique à l'antenne en attendant de vous récupérer. Oui. Qu'est-ce que ça fait si on écoute ces sons isochrones comme ça, sans rien faire de plus? Est-ce que ça peut jouer sur le cerveau ou pas? Ah oui, automatiquement, ça l'entraîne ce dont je parlais, là, la réponse d'entraînement du cerveau. D'accord. Alors, c'est ça, donc, c'est sûr que il faut faire attention à ne pas écouter ces choses-là lorsqu'on est actif, par exemple, si on conduit une voiture. Ouais. Alors, il nous reste peu de temps. Alors, si l'esprit est primordial, c'est ce que vous définissez dans votre livre, si l'esprit est primordial et qu'il ne peut être réduit à la matière, alors quel est le rôle du cerveau? Ça, vous avez vraiment la réponse, vous. On est d'accord? Pour moi,
Puis pour d'autres, de plus en plus un nombre grandissant de mes collègues, là, on voit plus le cerveau comme un interface, au fond. C'est un peu comme, si on prend une analogie avec le téléviseur, par exemple, vous regardez le bulletin de nouvelles, la lectrice ou le lecteur de nouvelles, puis tout à coup, il y a une composante électronique dans votre appareil de télé qui est défectueux. Vous pouvez perdre la réception de l'information, donc les images, le son. Comme tout à l'heure. Oui, par exemple. Est-ce que ça signifie pour autant que la lectrice de nouvelles est disparue de la surface de la planète, puis qu'elle était à l'intérieur, qu'elle se trouvait à l'intérieur de votre poste télé? Non. Donc, c'est le même principe pour l'Internet. Vous avez votre ordinateur, vous êtes branché à l'Internet, et puis tout à coup, il y a une défectuosité, et puis vous perdez la connexion avec le réseau. Mais l'Internet n'est pas disparu pour autant. L'Internet existe toujours. Donc, on voit plus maintenant le cerveau comme un récepteur au niveau de l'information, au niveau mental. D'accord. Donc, alors, c'est pour ça que lorsque vous avez des lésions, lorsqu'il y a des maladies qui atteignent certaines portions du cerveau, oui, vous allez expérimenter des symptômes, mais pas parce que ces régions-là créent des fonctions, comme la mémoire, par exemple, ou l'attention, les émotions, mais parce que il y a de la distorsion au niveau de la connexion. Donc, tout est perturbé, comme par exemple les démences. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a une dégénérescence marquée au niveau des régions qui concernent la mémoire, et puis aussi les capacités de raisonnement et tout ça. Mais il y a un phénomène intéressant qui s'appelle lucidité terminale, où malgré cet état de dégénérescence-là avancé, il y a un autre niveau de l'esprit. C'est l'esprit dont parle mon collègue Jean-Jacques Charbonnier, l'esprit, la conscience extraneuronale, qui prend le relais. Et même si l'interface est abîmée, l'individu qui était affecté depuis des années par la maladie redevient complètement lucide pendant parfois quelques minutes, parfois quelques heures. Avant de mourir. Et là, on va pouvoir s'adresser pour une dernière fois aux amis, aux membres de la famille. Donc, c'est ça, c'est que il y a des phénomènes mentaux qui sont plus associés à la biologie, au cerveau, mais il y a un niveau supérieur de conscience. Il y a toutes les facultés mentales, au fond, il y a des niveaux plus poussés, plus élevés, que ce soit pour les émotions, la conscience, la mémoire, tout ça, qui sont en lien avec un niveau de conscience qui ne dépend pas du cerveau. Alors là, je voulais vous poser une question. Dans le Science et Avenir de mai 2018 en France, il y a en couverture du livre le nerf, NERF, qui fait des miracles. Il s'agirait du nerf vague qui, lorsqu'on le stimule, agit sur la dépression, soigne notre ventre et fait sortir du coma. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça qu'on appelle avoir du vague à l'âme? Qu'est-ce que vous en pensez de ce nerf vague? J'ai travaillé avec des psychiatres à Montréal, lorsque j'étais à l'Université de Montréal, qui faisaient des travaux là-dessus. Et c'est pas aussi la réalité, c'est que c'est pas aussi spectaculaire que ce que disent les journalistes, là. C'est pas si simple que ça. L'implication du nerf vague, c'est loin d'être une panacée universelle. C'est beaucoup plus complexe. Mais ça joue un rôle parce que oui, quand on parle de l'humeur puis qu'on parle des émotions, une partie il y a plusieurs composantes dans l'humeur, les émotions. Il y a des composantes qui sont plus physiologiques. Par exemple, l'activité du nerf vague est impliquée là-dedans. Et vous avez d'autres niveaux qui sont plus subjectifs, comme l'expérience. Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent déprimé, triste, etc.? Et tout ça, c'est en interconnexion. Donc, moi, ce que je parlais tantôt, les études d'imagerie, ce que ça montre, c'est que quand on change quelque chose au niveau mental, on change quelque chose au niveau cérébral, automatiquement, au niveau du corps. Mais à l'inverse, si on agit au niveau du corps, on a aussi une influence au niveau mental. Ça, c'est vrai également. Mais c'est vrai dans une certaine mesure, puis
c'est loin d'être automatique. Et puis, il y a des gens chez qui on va aller stimuler le nerf vague, par exemple, pour un traitement contre la dépression, mais qui ne répondent pas nécessairement à ça. Puis, malheureusement, c'est pas la panacée universelle. Là. C'est pas encore la solution magique. Donc, c'est pas le nerf qui fait des miracles, alors. Ce n'est pas encore pas pour le moment, en tout cas. C'est pas ce qui est démontré au niveau de la recherche. Il y a des choses, il y a des gens qui répondent bien à ça, mais il y a d'autres gens qui ne répondent pas. Donc, c'est pour des raisons qu'on ignore encore. Et comment on peut le stimuler pour faire sortir les gens du coma, alors? J'ai pas fait de travaux à ce niveau-là, donc il faudrait que je lise les articles à ce sujet-là. J'ai pas vu. C'est en couverture du Science et Avenir de mai. Donc je l'ai vu juste avant de commencer l'émission. Okay. Je me suis dit quand même, il y a cette expression de dire qu'on a du vague à l'âme. Est-ce que le nerf vague serait pas aussi le nerf qui nous conduit vers l'âme? J'en sais rien, c'est pour rigoler que je dis ça. Mais il y a des expressions comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer l'émission? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes retourné au Canada, donc vous êtes au Canada. Oui, je fais des allers-retours à l'Université de l'Arizona. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé récemment sur un film que j'ai coproduit et dont je suis l'idéateur, que j'ai appelé, en anglais, on l'a appelé Expanding Reality. Donc, c'est comme, en français, c'est comme l'élargissement de notre vision de la réalité. C'est au sujet du paradigme post-matérialiste, le manifeste, les nouvelles données de recherche qui nous mènent à une autre vision du monde. Et donc ça, c'est un projet intéressant que j'ai terminé récemment. Mais présentement, je travaille au développement d'une échelle scientifique, la première échelle pour mesurer la capacité d'amour inconditionnel chez l'être humain. Alors, l'échelle a été développée, c'est terminé. Puis là, on a soumis une publication scientifique présentant cette nouvelle échelle-là. On a testé ça chez des centaines de personnes aux États-Unis. Puis, on attend la réponse des éditeurs pour l'évaluation de notre article scientifique. Et ça va être publié bientôt. Ça devrait être publié bientôt. Donc, c'est une échelle qui vise à mesurer les capacités d'amour, mais au niveau plus spirituel. Donc, il y a déjà des échelles qui existent pour l'amour romantique, l'amour maternel aussi. Et il n'y avait rien au niveau de l'amour spirituel parce que les chercheurs à l'époque ne croyaient pas en ça. Donc, c'est un sujet qui était tabou, comme la conscience. Mais aujourd'hui, avec le progrès dans ce domaine-là, il est possible d'aller dans ce sens-là. D'accord. Donc, avec cette échelle-là, combien de barreaux il y a, parce que c'est vraiment la fin de l'émission. Il y a combien de barreaux à votre échelle? Pardon? Il y a combien de barreaux à cette échelle? Il y a une dizaine de barreaux. Oui. Bon, et ça serait intéressant de pouvoir y grimper pour voir à peu près où on en est. On est obligé de se quitter, docteur Beauregard, Mario Beauregard. Un saut quantique de la conscience pour se libérer enfin de l'idéologie matérialiste, c'est chez Trédaniel, au même titre que du cerveau à Dieu. Et est-ce que vous avez une citation pour terminer l'émission qui vous vient à l'esprit? Une citation? Oui, j'en ai une là dans votre livre de Nick Herbert. Le plus grand mystère de la science demeure la nature de la conscience. Oui. C'est toujours aussi vrai, oui. Sinon, si vous en avez une autre, on prend. Moi, je dirais, avec tout ce qu'on a discuté dans la dernière heure, la conscience est quelque chose de tout aussi fondamental, primaire, que le monde matériel. De ne pas oublier ça parce que ça a des implications énormes dans nos vies quotidiennes. Je vous remercie, docteur Beauregard. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.